Cette histoire nous amène dans le delta du Rhône, la Camargue. Entre le Rhône et la mer Méditerranée, dans cette terre mythique depuis l'Antiquité, l'homme a su dompter une nature belle et capricieuse pour y cultiver du riz, du blé, du maïs, mais aussi pour y élever des taureaux de race camarguaise. Aujourd'hui, en complément de l'agriculture et de l'élevage, la Camargue vit essentiellement du tourisme, avec d'un côté le parc naturel régional de Camargue, qui permet aux visiteurs d'explorer des espaces sauvages, et de l'autre côté, les Saintes-Maries de la Mer, avec ses plages de sable fin. Patricia vit au Mas de Bourgogne avec son mari Frédéric et sa mère Janine. Le Mas de Bourgogne est une belle bâtisse construite au XVIIIe siècle, entourée par de vastes parcelles agricoles. Une bergerie attenante au mas plonge dans les roseaux. La famille Michel est une institution en Camargue. Les Michel vivent du travail agricole depuis 6 générations. C'est en 1926 que l'arrière-grand-père de Patricia, Joseph, achète le Mas de Bourgogne pour créer une exploitation familiale et y installer sa famille. Le père de Patricia, Roger, hérite du Mas en 1969 et s'y installe avec son épouse Janine et ses enfants. Patricia est adoptée à l'âge de 3 ans par Janine et Roger Michel. J'ai adopté ma fille en premier, elle avait 3 ans quand je l'ai adoptée. Ça a été pour nous la merveille de merveilles. Elle est choyée et adorée par ses parents. Et 1 an après ou 2 ans après, vu qu'elle était tellement gâtée que je n'ai pas voulu en faire une fille unique, à ce moment-là, j'ai voulu adopter un garçon. Le mas familial devient alors le terrain de jeu idéal pour les enfants. Le travail agricole des Michel bat son plein. Les saisons sont ponctuées par les récoltes du riz, du blé et de la luzerne. Les arrière-grands-parents étaient camarguais et ça sortait de génération en génération. C'est pourquoi moi je suis très attachée à ce mas. Ici, dans ces terres camarguaises, durement gagnées par les hommes dans un milieu farouche, les Michel sont l'une des 2 dernières familles traditionnelles installées dans le delta du Rhône. Mon mari, oui, il est né au mas de Merle, le mas à côté qui appartient à M. Viola. Et à ce moment, en 1926, ils sont venus après habiter là. Génération après génération, ils ont façonné cette terre marécageuse. Patricia est élevée dans la plus pure tradition provençale et porte avec fierté, dès son plus jeune âge, le costume d'Arlésienne. La langue, les costumes et les fêtes traditionnelles sont les fers de lance de la culture provençale. Ces traditions sont colorées, vivantes, festives et chaleureuses. On aime dans ce coin de Provence se retrouver l'après-midi en famille, entre amis, autour des courses de taureaux cocardiers dans des arènes bondées. Ici, pas de mise à mort pour l'animal. Au contraire, les Provençaux respectent le biao. En langue provençale, on désigne ainsi le taureau camarguais. À leur mort, les meilleurs taureaux cocardiers sont enterrés dans le pâturage où ils sont nés, debout et face à la mer.
Lorsque Patricia a 17 ans, ses parents décident de lui acheter un salon de coiffure à Arles. J'ai dû faire un emprunt pour acheter ce fonds de commerce que j'ai obtenu. À cette époque-là, donc, je n'étais pas encore majeure, j'ai dû me faire émanciper. Et puis, donc, j'ai acheté ce salon de coiffure. Au départ, ça a un peu fonctionné. Rapidement, la jeune coiffeuse est dépassée. Et puis, les aléas des commerces, ça n'a pas fonctionné autant que ce qu'on aurait pensé. Le salon de coiffure est fermé et mis en liquidation. Et que j'ai dû mettre la clé sous la porte. Et donc, mon papa, à cette époque-là, a été mis en liquidation judiciaire personnelle. Un premier liquidateur judiciaire est nommé. Mais celui-ci laisse le dossier dormir pendant 10 ans avant de prendre sa retraite. Il y a eu des procédures devant le tribunal de commerce, mais sans plus. Cette affaire a un peu, on va dire, un peu dormir, pas dormi. En 2002, un nouveau mandataire judiciaire est désigné. Celui-ci réactive le dossier immédiatement et il ne le lâchera pas. Au même moment, un drame frappe la famille Michel. Le papa de Patricia, Roger, décède. La dette de la liquidation est alors reportée sur les héritiers. Mère et fille décident de vendre un appartement qu'elles possèdent sur Arles pour absorber la dette de la liquidation du salon de coiffure. Et moi, pour arranger la chose, j'avais un appartement que j'avais acheté avec l'argent de la vente à Trinquetaille. Et ma fille, on a décidé de le vendre pour rembourser son emprunt. Donc on l'a vendu de notre propre chef. On a obtenu de cet appartement 83 000 €, qui nous, à cette époque-là, on pensait déjà que ça aurait permis de payer une grande partie de la liquidation, puisque la liquidation était de 140 000 €. Donc on s'est dit, déjà, si on donne 83 000 €, ça sera déjà une grosse partie qui pourra être payée. Une fois la vente effectuée, l'argent récupéré, 83 000 €, sont remis intégralement au liquidateur judiciaire par Janine. Contre toute attente, peu de temps après, la mère et la fille s'aperçoivent que la dette n'a pas diminué, bien au contraire. Pour en finir, Patricia et sa mère décident alors de vendre la bergerie attenante au mas. Elles demandent et obtiennent auprès de la mairie d'Arles un permis de construire. Alors j'avais proposé de vendre une bergerie, toujours avec Patricia, parce qu'on prend toutes les deux les décisions. On trouvait un acquéreur qui était fiable. Donc nous avons passé encore un compromis, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Il a obtenu son permis de construire de la bergerie. Mais malgré ça, maître a tout fait pour pas que cette vente se fasse. Exaspérée, Patricia se pose des questions. Elle demande au liquidateur la liste des créanciers. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché d'abord tous les numéros de téléphone que je pouvais avoir, parce que bien sûr, il y avait des entreprises qui n'existaient plus. Plusieurs créanciers annoncent à Patricia que la dette est effacée. À ma grande satisfaction, un jour, je reçois donc un courrier de la banque me disant que je ne devais plus rien, vu l'ancienneté du dossier, et que je ne devais plus rien à la banque et qu'il n'y avait plus d'hypothèque sur le mas. Et c'était pour moi et pour maman une grande joie de savoir que cette dette était éteinte, qu'il n'y avait plus rien à devoir à la banque, qui était en plus la créance principale de cette liquidation. Donc nous pensions que c'était pratiquement fini, puisque on nous avait dit que si j'obtenais un courrier comme quoi cette dette était éteinte ou qu'il n'y avait plus rien à devoir à la banque, c'était réglé, quoi. Chose incroyable, elle apprend que l'essentiel de la dette est effacé. Heureuse, Patricia pense enfin en avoir fini avec cette affaire. Mais elle va vite déchanter.
En effet, en 2016, le liquidateur ordonne la vente aux enchères du mas de Bourgogne. Le mas est vendu 100 000 €, ce qui est une excellente affaire pour l'acquéreur. Un expert avait estimé sa valeur à plus de 3 fois ce prix, soit 350 000 €. Curieusement, selon Patricia. Dans le jugement qui autorisait la vente aux enchères, le juge avait dit aussi que l'argent qui revenait de cette vente aux enchères devait être bloqué chez le notaire. Ce notaire devait faire les comptes de la succession plus les comptes de la liquidation. Ça n'a pas été fait parce que le liquidateur au jour d'aujourd'hui n'a toujours pas rendu cet argent. L'affaire est portée devant les tribunaux et est toujours en attente de jugement. Si encore on n'avait rien fait pour régler les créanciers, pour régler la situation dont on était, j'aurais dit ok, bon il n'y a pas de problème, on ne peut pas payer, on n'a pas fait d'efforts financiers, on n'a pas trouvé de solution, c'est normal que le bien soit vendu aux enchères, mais ça n'a pas été le cas. Patricia et sa mère engagent en plus une procédure pour tenter d'annuler la vente du mas. Nous avons eu la visite de l'assistance sociale et nous avons eu la visite des gendarmes, qui sont très, très aimables, pour une enquête, sur l'enquête par rapport à comment on vivait, ce qu'on gagnait. Voilà, ils ont fait une enquête. L'assistance sociale, pareil, très gentil, venu voir comment on vivait. Comment était la santé de ma maman, elle lui a posé des questions sur son environnement, sur qu'est-ce qu'elle souhaitait, si on comptait partir, qu'est-ce qu'on comptait faire judiciairement, voilà. Et elle risque aujourd'hui l'expulsion. Le seul recours possible pour Patricia et Janine, c'est qu'elles engagent une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour casser le jugement. Il est liquidateur, il a les bras longs, il fait ce qu'il veut. Il y a certainement quelqu'un qui l'aide, ou je ne peux pas dire, je ne sais pas, je suis pas assez dans les affaires, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui l'aide à faire ce qu'il fait, parce qu'il le fait à d'autres qu'à moi, mais il y a des autres de maman. Moi, ce qui est, c'est que ce mas, il s'appelle Michel, et il restera au nom de Michel. Plutôt que je mettrai le feu avant de partir. Et si on me met dehors, je l'ai dit à la... Je me suiciderai le même jour, comme ça, l'affaire sera réglée. On veut vraiment essayer de casser cette vente et récupérer notre bien, parce qu'on estime que c'est un vol qu'on a eu. Patricia et Janine résistent. Elles considèrent être les victimes d'une profonde injustice. Ces irréductibles camarguaises se battent pour récupérer leur bien familial. Dans cette zone touristique, les mas séduisent les investisseurs. Leur rareté dans ces terres protégées fait l'objet de spéculations immobilières. La famille Michel fait partie des derniers des Mohicans de Camargue. Génération après génération, elle a façonné cette terre marécageuse et est bien décidée à y rester.